Bonjour à tous, on va commencer les cycles de conférences. Donc bienvenue à la Toile. Donc comme vous voyez, c'est une salle assez prestigieuse que nous prête la mairie de Rouen. C'est une salle qui a été partiellement détruite pendant la guerre, reconstruite et qui un temps a été le plus grand marché de France. C'est aussi une salle dans laquelle se tiennent les journées Biogé, qui sont dirigées par Marc-André Sellos et qui essaient de fédérer une grande partie des sociétés savantes pour essayer de promouvoir les sciences de la vie et de la Terre. Aujourd'hui, donc, vous allez avoir deux conférences. Donc, une sur la renaturation de la métropole et une seconde sur les adaptations liées au réchauffement climatique qu'on peut avoir au niveau de la côte. Je passe le micro à notre bien-aimé président. Merci Julien. Je descends un peu l'écran parce que je ne vais pas tout faire casser. Donc bonjour à tous, bienvenue à Rouen. Merci Julien de m'avoir donné la parole. Donc depuis toutes vos régionales, donc vous êtes là de toute la France, vous êtes venus jusque dans ce petit bout de Normandie. Et nous sommes parvenus ici, et je vous remercie tous d'être présents. Ça n'a pas été facile, mais en tout cas, merci d'être là et je vous applaudis parce que c'est quand même très bien. Donc les congrès de la PBG, comme vous le savez, sont des moments forts dans la vie de notre association. Des moments de partage, et on commence à les vivre, de convivialité, de découverte. En somme, grâce à nos congrès, les congrès de la PBG, nous nous enrichissons collectivement et nous sommes tous à la PBG. Le précédent congrès à Rouen avait lieu en 1981. Ça date un tout petit peu, que de temps passé d'ici là. Les premières pierres du congrès actuel de Rouen datent également d'avant la période Covid. Donc on en a discuté avec l'ancien président Christophe ici. Donc il avait été prévu en 2019, puis après en 2021, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Bref, un vrai congrès normand. Alors les mésaventures climatiques, sanitaires, nous ont contraint à décaler le congrès de Nice également, avec quelques représentants ici présents, que je retiens à remercier également. Et c'est pourquoi l'année dernière, à la même date, à Nice, je disais enfin Nice. Et bien je peux réitérer ces termes en disant enfin Rouen. Alors les hommes et les femmes du Nord nous accueillent. Cette région fait référence à notre belle discipline que sont les sciences de la vie et de la terre. La craie des falaises, en lien avec le tableau noir, que nous n'avons plus trop dans nos salles d'ailleurs, mais bien sûr, mais aussi témoin du climat passé de la Terre. La Seine qui, au gré de ses méandres, nous fait perdre notre sens de l'orientation et nous fait entrevoir la richesse du sous-sol et son influence sur le patrimoine et la biodiversité. Mais il y a également la gastronomie, avec par exemple le camembert qui, sans vie microbienne, n'existerait pas, et autres produits alcoolisés que nous aurons tout le privilège, je l'espère, de goûter. Les hommes et les femmes du Nord nous accueillent et nous ont concocté un programme au top. Alors merci à Julien pour avoir réussi à coordonner tout cela et à l'ensemble de l'équipe de la PBG de Rouen. Donc bon congrès à tous et bienvenue en Normandie. Donc je passe la parole à Madame Lesconec, qui est conseillère municipale chargée de l'environnement, de la biodiversité et de la santé de l'environnement de la métropole, qui vraiment fait énormément de choses, vraiment beaucoup. La conférence ensuite va vous montrer à quel point c'est détaillé. Et je tenais à dire aussi que M. Maillard-Rossignol, le maire de la métropole, est agrégé de SVT et il a aussi un master en génomique. Et donc il est vraiment sensibilisé, il a des connaissances solides sur tout ce qui nous concerne dans notre discipline. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais juste me permettre de rectifier. Je suis conseillère municipale déléguée, la
ma délégation telle que vous l'avez décrite est la bonne. Par contre, je remplis ces missions à la ville de Rouen. Voilà, je suis aussi conseillère métropolitaine par ailleurs, mais dans ce cadre-là, je n'ai pas de délégation, si ce n'est une délégation, une charge qui est aussi importante, c'est que je suis membre de la CAO. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est les commissions d'appel d'offres. Donc, on traite, on accepte, on refuse, ou on essaye justement, par les temps qui courent, d'y inscrire de plus en plus de critères environnementaux dans nos marchés publics. Critères environnementaux au sens large, on n'est pas simplement sur... au sens large. Donc je suis très honorée, au titre et au nom du maire de Rouen, de vous accueillir ce matin. Vous exercez les unes et les autres de nobles professions, je tiens à vous le dire. Je vous salue pour ça, bien sûr, dans les matières qui sont les vôtres, mais pour avoir été enseignante pendant 40 ans et être maintenant une heureuse retraitée, vraiment, je vous le dis. Je vous souhaite qu'un jour vous puissiez aussi y accéder, notamment pour les plus jeunes d'entre vous. Je sais combien c'est d'importance et fondamental. Donc vraiment, à ce titre-là, quand je disais que j'étais honorée, je le suis. Les sujets qui sont les vôtres, dans le contexte qui est le nôtre, pour le coup, je vais réemployer ce mot, est un sujet absolument fondamental. Bien évidemment, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais nous subissons tous. Alors, on le savait que ce réchauffement climatique et ces dégâts allaient nous arriver dessus. Et que, ça a été dit, et notamment, ça a été dit par certains politiques, bien évidemment, mais surtout, depuis de nombreuses années, les scientifiques nous alertent. Combien de temps allons-nous rester sourds? Je ne sais pas. Donc, encore une fois, à ce titre-là, je reprends le mot de honoré pour vous accueillir, parce que sur ces sujets, sans les scientifiques, nous n'avancerions pas comme il le faut, comme il se doit. C'est un sujet dont, bien évidemment, les villes s'occupent, ce réchauffement climatique, et notamment par une traduction dans la vie quotidienne de nos citoyennes et de nos citoyens, dans ce qui est une partie de ma délégation, c'est-à-dire la santé environnementale, bien sûr la nature en ville, mais la nature en ville qui vient nous aider, nous accompagner dans nos réflexions à améliorer, à aménager, à adapter, puisqu'on est bien maintenant en souci et en responsabilité d'adaptation à ce réchauffement climatique et non plus simplement de prévention, malheureusement. Je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup j'ai perdu le fil, excusez-moi. Oui, toutes ces connaissances scientifiques viennent nous aider, nous étayer aussi à nos prises de décision et à la réflexion. Et à ce titre, on a sur la ville de Rouen, dès le début du mandat, par le souhait du maire, mais bien évidemment aussi par le souhait de l'ensemble de l'équipe municipale, ça a été un des éléments de nos réflexions et de notre contrat de mandature. Bien évidemment, la renaturation de la ville de Rouen. Pourquoi renaturation et pas simplement végétalisation? Parce qu'il nous a semblé on ne pouvait pas simplement parler de la nature ou faire une place au végétal en ville pour ce qu'il a été souvent considéré ou utilisé, c'est-à-dire à titre ornemental. Il est urgentissime de dépasser ce stade, et donc une approche écosystémique nous paraissait... on ne peut pas faire cette économie d'approche et de réflexion dans la mise en œuvre de nos politiques publiques, et notamment cette politique de renaturation dans différents aspects. Donc c'est la débitumation, c'est aussi bien évidemment planter des arbres pour leur rôle bioclimatique, mais les planter, encore faut-il qu'ils soient plantés dans de bonnes conditions. L'arbre en ville, c'est quand même pas l'idéal pour lui, mais on peut quand même le faire vivre de belle manière quand on s'en donne les moyens. Et pour ce faire, je dis je, parce que là, pour le coup, j'avoue que modestement, j'ai beaucoup influé là-dessus. Nous avons, dès le début du mandat, embauché une écologue à la ville de Rouen. Je dis une parce que c'est une femme qui a été embauchée. Ça aurait pu être un homme tout aussi bien. Je ne suis pas sectaire dans ce domaine. Nous ne le sommes pas, d'ailleurs. Voilà. Mais nous avons, vous allez le voir, Vincent va vous faire une présentation de notre plan de renaturation avec les différentes phases, les différentes parties qu'il comporte. Mais nous avons donc des professionnels extrêmement compétents à la ville de Rouen. Je laisserai Vincent se présenter lui-même, son état membre éminent, sur lequel les politiques peuvent s'appuyer en toute confiance. Mais cet écologue nous permet d'avoir une vision, d'abord une vision globale et vraiment toutes les interactions
parce que c'est ça aussi la biodiversité, hein, c'est ça l'écosystème, c'est aussi toutes les interactions qui existent entre toutes les différentes parties qui la composent. Je ne parlerai pas plus, il vous a été rappelé tout à l'heure que nous avons eu la chance d'accueillir aussi les journées Biogé à Rouen en 2022. J'avais eu à titre personnel, en début de mandat, le privilège, la chance et le plaisir de passer un moment avec Marc-André Sellos. Et dans le précédent mandat, parce que je commence à être une vieille élue, j'avais aussi eu la chance, le bonheur de passer 2 jours avec Francis Allais. Et j'avoue que pour moi, ce sont des souvenirs et ces hommes éclairants, m'ont aidé aussi, m'aident au quotidien, parce que je me souviens de nos conversations, je me souviens de nos échanges, et il peut m'arriver de lire, figurez-vous, oui, il peut m'arriver de lire donc leurs écrits, ou parfois des gens qui ont essayé de faire en sorte que pour des néophytes comme moi, ce soit plus compréhensible. Et je vais donc terminer par ces mots que je chippe à Marc-André Sellos, mais que je fais mien, juste au moment où je vais les prononcer, mais dont je pense que nous les ferons nôtres sans problème. Les SVT ne sauveront pas l'humanité, mais sans les SVT, l'humanité ne peut être sauvée. Donc, bon courage. Bonjour à toutes et tous. Je suis Vincent Lécuyer, je travaille à la ville de Rouen dans la direction adjointe Nature en ville et paysages. C'est une direction adjointe qui a été créée en 2021. Ça fait suite à notre ancienne direction des espaces verts. J'en parle parce qu'en fait ça montre au moins bien le point de bascule entre l'approche espace vert que nous avions dans les collectivités et ce vers quoi on se dirige, à savoir la nature en ville et le paysage. Effectivement, la nouvelle équipe municipale avec le maire et les élus nous ont donné des objectifs forts en termes de végétalisation, voire de renaturation, comme disait Nanès Connec. Et donc on va en décliner une partie des objectifs. On est maintenant dans l'opérationnel. C'est conséquent, vous allez le voir. Ce que je vous propose, c'est que je vous fais une présentation. N'hésitez pas à intervenir en question-réponse si vous avez des points ou des interrogations. Donc le préambule, c'est effectivement le constat d'épisodes de forte chaleur de plus en plus fréquents. L'année dernière, le record à Rouen a été battu, on est à 42,3 degrés sur un pic de chaleur au Jardin des Plantes. Alors le Jardin des Plantes, il est situé rive gauche, donc c'est vraiment un écrin de verdure. Et on peut imaginer que les 42,3 degrés du Jardin des Plantes sont bien supérieurs en centre-ville, sur des places, sur des îlots de chaleur qu'on a pu identifier. Le constat de périodes de pluie de plus en plus fortes et intenses, mais également très brèves. On s'aperçoit qu'on a maintenant une saisonnalité dans les pluviométries qui sont concentrées, qui se concentrent octobre, novembre, jusqu'à février. Et là, on a eu un épisode très très venteux, très sec, très desséchant, asséchant sur Rouen en février-mars. Alors là, maintenant, il a plu depuis un petit peu, mais c'est pas spectaculaire. On est toujours en déficit hydrique par rapport aux moyennes. Et nous avons aujourd'hui des végétaux en ville qui ont été implantés, plantés il y a plusieurs décennies. Aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement d'un stress hydrique fort, de dépérissement, lié justement à ce manque d'eau. Le manque d'eau, alors à Rouen, on a la Seine, certes, mais d'un point de vue plus général, on est quand même vers une raréfaction de la ressource en eau. Effectivement, le constat de végétation urbaine en souffrance, ce que vous disiez, voire sur le déclin. Clairement, ces 2 dernières années, on est sur un point de bascule au niveau de la végétation en ville. Alors je ne vous parle pas des vivaces, je ne vous parle pas de la strate arbustive, je vous parle des arbres en ville, des arbres sur les coteaux boisés de Rouen, des coteaux qui ont été plantés artificiellement dans les années 60, et ce qu'on appelle les pentes boisées, et on a des dessèchements très très importants des houppiers, on a des mortelles de pieds très fortes de toute la strate arborée sur le territoire. Et donc en 2021, effectivement, il nous a été demandé à l'équipe de la direction adjointe d'imaginer ce que pouvait être un plan de renaturation au niveau d'une collectivité comme Rouen. La page était blanche.
Et il nous a paru important en fait, de démarrer notre démarche par l'élaboration d'un plan paysage. Le plan paysage, c'est une démarche, alors c'est une démarche qu'on a externalisée, parce qu'on ne peut pas être jugé parti dans cette démarche. L'idée, c'est d'inventorier sous forme de carte, pour être vraiment très pertinent, tous les espaces verts, tout ce qui compose le paysage, d'identifier les bancs boisés, les espaces naturels, les continuités écologiques établies. Et puis, d'identifier, sous forme de proposition, des sites d'opportunités d'impact sur lesquels il est facile ou plus difficile d'intervenir pour restaurer des continuités écologiques, pour mener des actions à court terme, à moyen terme et à long terme dans cette démarche de renaturation. Alors, le plus simple, ça a été de procéder à la déminéralisation. Alors, on est parti, on est parti un peu bille en tête à l'aventure en disant allez, on va déminéraliser. Donc, on l'a fait surtout en pied d'arbre jusque-là. Historiquement, effectivement, le trottoir, c'est de l'enrobé, on a des arbres qui sont dans des empochements. À l'époque où ils ont été plantés, c'était plus des dés à coudre que des vraies fausses de plantation. Et par rapport à la souffrance ou au stress hydrique des arbres, alors les platanes s'en sortent pas mal, les charmes, les tilleuls, c'est plus compliqué. Donc l'idée c'était on décroute toute cette partie imperméable et on descend en fonction des systèmes racinaires plus ou moins proches. En pied d'arbre, on ne va pas en deçà de 30 cm. En sachant que c'est vraiment des travaux faits à la petite cuillère. Alors on a un peu de mal au départ avec les entreprises de travaux publics qui ont tendance à faire de la voirie simple et efficace. Alors on leur a demandé de travailler avec précision et dextérité. Donc ça a démarré en 2021. Là, on est sur un rythme, on déminéralise entre 3 et 4 000 m² par an. Donc on est sur du pied d'arbre, on est sur la reconquête de places, de placettes, d'espaces publics. Et donc voilà, sur les photos, c'est assez spectaculaire. C'est au début, quand on a commencé notre premier chantier, je ne cache pas que on est parti un peu à l'aventure. Étant en milieu urbain, avec un piétinement, avec du roulage de voitures, de poussettes, de vélos et autres, on n'a pas remis que de la terre végétale. On a mis plutôt une terre renforcée avec entre 25 et 35% de pierre avant d'avoir une portance, pour éviter ce qu'on pourrait appeler des ornières ou des enfouissements en fait, du piéton ou de l'usager de l'espace public. Donc c'est pareil, il a fallu expliquer qu'on ne mettait pas que de la terre, on mettait aussi un matériau support. Donc là aussi, voilà, c'est un autre exemple. À gauche, c'était une petite rue où on avait des cercis, et à droite, c'est après intervention. Donc on libère vraiment l'espace en pied d'arbre, tout en gardant les largeurs pour les personnes à mobilité réduite, les sorties de stationnement. Donc des fois, c'est un peu pour satisfaire tous les usages. En termes de coût, on est sur une centaine d'euros au mètre carré. Donc c'est quand même pas anodin en termes d'intervention. Mais on voit sur les premières déminéralisations qu'on a faites en pied d'arbre, on commence à voir les bénéfices. À partir de cette année, on a une meilleure tenue aux épisodes de sécheresse sur les espèces sensibles telles que le charme et le tilleul. À terme, on va prolonger la vie du patrimoine arboré sur lesquels on sera intervenu. Ensuite, nous avons le plan ombrage. Alors, le plan ombrage, effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure des îlots de chaleur. Et sur la ville, on a 20 000 arbres, 21 000 arbres. On est vraiment dans une moyenne d'une ville de cette taille. Mais on a effectivement identifié, alors ça fait depuis 10 ans, on avait un plan pluriannuel de renouvellement du patrimoine arboré qu'on a fait évoluer. On était vraiment sur un renouvellement, c'est-à-dire que des alignements ou des arbres en fin de vie, on les abattait, on replantait. Plutôt place pour place, plutôt espèce pour espèce, on n'avait pas vraiment de démarche. Là, l'approche est tout autre, c'est qu'on a identifié des îlots de chaleur en ville et on intervient pour planter des arbres, effectivement, créer des îlots de fraîcheur à
contrario des îlots de chaleur. Autre démarche, on a beaucoup entendu parler dans la presse des micro-forêts, de forêts urbaines. Alors nous, on a fait preuve un peu d'humilité, on a appelé ça des bosquets urbains. Et donc pour le moment, nous avons pu en créer 2. Donc là, on est sur une surface de 3000 m². C'est un ancien petit stade à l'abandon. On a complètement découpé, on a créé des volumes. Et puis là, sur cet espace-là, on a planté 1200 végétaux. Donc très très dense, toute taille confondue. On a de l'ornement, on a des fruitiers, de l'arbuste ornemental, on a de l'arbuste à fruits. Alors ça peut être des fruits pour comestibles, mais également aussi pour la partie oiseaux et rongeurs. Et l'idée, c'est, alors ça a été clos, et l'idée c'est qu'on n'intervienne pas. Voilà. Nous, en tant que gestionnaire espace vert, ça nous va plutôt bien. Et on a juste maintenu un arrosage la première année, et maintenant, en fait, ça vit tout seul, et le simple fait d'avoir créé cet endroit-là, en fait, a créé des activités au niveau social, parce qu'on a effectivement, avant, c'était un lieu complètement déserté. Aujourd'hui, on a des familles qui viennent, on a un côté nourricier qui va se développer à terme, et c'est devenu vraiment un lieu de vie et un îlot de fraîcheur. Au niveau de la palette végétale, historiquement, l'horticulture a fait appel, de par les grands voyageurs, 18e, 19e, on est allé chercher des plantes extraordinaires au bout du monde. Alors ça a des bienfaits certains, sur l'alimentation, sur l'ornement, et on s'aperçoit aujourd'hui en fait qu'on a un besoin quand même de revenir sur une flore locale pour effectivement maintenir la faune qui est rattachée forcément. Et puis en termes de tenue, dans le temps, les plantes locales en fait sont plus adaptées à notre milieu que certaines espèces ramenées en fait d'ailleurs. On est aussi dans une démarche d'essai de plantes méditerranéennes. Alors vous avez bien compris que le climat se réchauffe et que nos hêtres, certaines autres essences, effectivement le tilleul, le charme, ont tendance à se dessécher, probablement vont disparaître de cette zone géographique. Alors le temps de la migration naturelle, ça va être très très long. Donc on essaie d'accompagner effectivement dès à présent en fait de mettre en place des essais. On a un centre de production un peu plus haut là, sur le plateau est de Rouen, dans lequel on cultive des espèces méditerranéennes pour pouvoir les implanter en ville. Effectivement, sur nos opérations de déminéralisation, l'idée c'est de ne pas intervenir derrière, donc on met des plantes résistantes à l'ensoleillement, résistantes à la sécheresse. Et puis, ce qui est nouveau vraiment en ville, c'est de planter des fruitiers. Alors on met du pommier, on met du prunier, on met du pêcher, alors que ce soit sur des formes architecturées, que ce soit sur des formes libres. Et puis toute la palette des petits fruits, des framboisiers, des cassis, sur des espaces qui étaient dédiés avant plutôt à des lieux de passage ou à des lieux des placettes où on pouvait s'asseoir. Là on ajoute une composante qui n'est pas que paysagère, qui est d'usage par rapport à la framboise ou le cassis. L'autre approche souhaitée par le mandat, c'est la renaturation des cours d'école. Alors c'est un sujet conséquent, très important, sur lequel la municipalité nous a donné pareil carte blanche, avec des sommes allouées conséquentes. Et l'idée, c'est de déminéraliser les cours d'école à un rythme élevé de 10 à 12 par an, avec un objectif de déminéraliser la cour à hauteur de 40%. Alors ça peut paraître peu, mais en fait on a quand même besoin dans la cour de conserver des accès véhicules, des accès pompiers, des endroits pour faire du sport, donc des surfaces solides et perméables. La démarche, alors c'est un travail qui dure 1 an par tranche. C'est-à-dire qu'on commence en fait
Dès le mois de septembre, on va avoir nos premières réunions de concertation avec les élèves, les parents d'élèves, les équipes d'entretien des écoles, les équipes enseignantes, et puis notre service, notre direction du temps de l'enfant. Et en fait, ces temps d'échange amènent à construire des projets sur qu'est-ce que serait votre cours idéal. Alors les enfants s'expriment largement, hein. On a des tyroliennes, on a des jets d'eau, on a des bases de jet ski, on a tout ce qu'on... Voilà, c'est fabuleux. Et, mais on laisse l'idée, c'est vraiment de laisser chacun s'exprimer. On a une deuxième séance où on ramène tout le monde un peu à la raison sur des contraintes techniques, sur un cadre budgétaire. Je ne vais pas dire une contrainte parce qu'on a vraiment les moyens de renaturer qualitativement les cours d'école. Et l'objectif principal, c'est effectivement que la cour réponde à tous les usages et toutes les fonctions, et que tout ça soit fait avec la plus grande adhésion possible. C'est un bouleversement dans la cour, je vais vous montrer quelques vues tout à l'heure. On a commencé par 5 cours en 2021. On a eu quelques errements techniques, on va pas se mentir. Et donc la deuxième année où il a fallu recommencer, il a fallu un peu exprimer nos erreurs et prouver qu'on était capable de continuer la démarche en faisant en sorte que c'était viable. Les premières années, on a travaillé dans une démarche un peu vertueuse, un peu utopiste. On s'est refusé d'évacuer les matériaux des cours. Les enrobés, les bétons, les asphaltes, on les a laissés, on a travaillé en butte. Et puis on a mis du copeau sur les buttes, sauf que le copeau sur la butte, gravitairement, ça ne tient pas. Et donc on a retrouvé des copeaux dans les écoles, dans l'école, dans les classes. Ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant on évacue. Et on travaille plutôt en creux pour maintenir toutes les parties fluentes dans les creux, même si on a tendance à avoir encore effectivement une certaine migration de ces matériaux. Mais on s'aperçoit que la communauté éducative est pleine de ressources sur la gestion de la cour et se remet en question. Aujourd'hui, maintenant, quand on livre une cour, on livre des balais avec. Donc les enfants ont des balais à disposition, ils adorent ça, et en fait, ils remettent les copeaux en fin de récréation, à un rythme défini. Ils remettent, en fait, ils repositionnent, ils balayent la cour. Donc ça, c'est vraiment une démarche engagée, participative et je pense qualitative. Donc on profite effectivement de cette déminéralisation de la cour pour amener des structures de jeux simples, que ce soit des jeux d'équilibre, que ce soit des tables avec des petites tables à hauteur d'enfant avec des tabourets, des boîtes à lire, des réserves d'eau, des bacs à potager, des coins calmes. Beaucoup d'enfants nous demandent des lieux calmes en fait dans les cours d'école, des tableaux noirs avec des craies. Voilà, on a tout un panel en fait de demandes auxquelles on essaie de répondre, tout en conservant effectivement la partie sportive qui est faite dans la cour sur des horaires scolaires. Et puis effectivement la partie qui faisait débat en fait au départ, à savoir qu'il fallait dégenrer la cour. Alors moi je suis un peu revenu de ça parce qu'effectivement au départ on disait oui, alors la cour au départ c'est qu'un terrain de foot, c'est que des garçons qui jouent au foot et pas de filles. Et en fait les filles se retrouvent, ou les enfants, les garçons un peu plus calmes qui ne sont pas foot, se retrouvent un peu exclus de la zone principale de la cour de récréation. En fait, c'est pas aussi catégorique. Il y a des filles qui jouent au foot, il y a des garçons qui ne jouent pas au foot. Alors certes, le terrain est central. On s'attache à le déporter, à le réduire, mais on n'est pas aussi clivant en fait sur le genre de la cour. Ça, c'est une cour que les travaux ont commencé hier, donc c'est une cour d'école comme vous pouvez les connaître sans doute. De l'enrobé, un marquage au sol et une cabane, quelques jeux. Et puis l'état projeté, on retire 40% d'enrobé, donc toute la partie gauche, c'est des sols fluents, c'est du pavé enherbé, c'est des bacs potagers, c'est des structures de jeu. Alors dans les primaires, historiquement, on n'avait pas de structure de jeu, là on en met. Alors ça peut être des via ferrata sur un mur, ça peut être des rondins de différentes hauteurs pour des pas japonais, mais en hauteur. Voilà, il y a
Il y a une diversité en fait d'aménagements relativement simples. Le fil, là donc c'est le cours qu'on a traité en 2022, cours totalement minéral et sur lequel on a procédé à une déminéralisation. Donc là on avait des demandes de bacs potagers en hauteur, c'est une école maternelle, et puis de cabanes, c'est une cabane en osier vivant, pressé. Un peu plus loin, il y a un chemin d'eau en fait qui a été fait, un chemin de galets, dans lequel, avec un récupérateur d'eau branché sur la toiture du bâtiment, et l'idée c'est d'ouvrir l'eau et d'expliquer aux enfants le cheminement de l'eau. Et voilà. Ça c'est le cours aussi qu'on a traité sur le programme 2022. Cours entièrement bitumé. Là on a retiré tous les enrobés sur la partie droite le long du mur, ajouté des parties jeux. Donc on a conservé les panneaux de basket. Alors ça, il y a des demandes fortes quand même pour la pratique sportive en récréation ou organisée. Des bacs potagers, un côté compost, des assises. Là on a une petite table avec des bancs pour des temps calmes en fait en récréation. L'autre démarche qui est un peu plus longue, qui est effectivement la végétalisation des rues identifiées comme îlots de chaleur. Alors ça, nous en avons quelques-unes. Là, pour ceux qui connaissent, c'est l'allée Eugène Delacroix, qui se situe là. C'est un corridor entre le musée des Beaux-Arts et puis l'espace du Palais. Historiquement, en fait, elle a été refaite il n'y a pas très longtemps sur un programme qui ne prenait pas en compte en fait cet enjeu climatique, de réchauffement climatique. Et donc là, on a une place qui est exposée orientée nord-sud, et effectivement, les jours de forte chaleur, elle est invivable. On a fait travailler un architecte paysagiste avec derrière une concertation et une votation citoyenne, et courant 2024, il va être implanté ce qu'on pourrait appeler avec un peu d'ambition, une canopée, mais effectivement ça une pergola végétale qui va amener un ombrage en fait dans cette rue. Donc il y a d'autres rues à Rouen qui vont faire l'objet de ce traitement-là. Alors là, ces traitements-là sont un peu plus longs, donc c'est la partie long terme du plan de renaturation, parce qu'on est vraiment lié à des contraintes techniques et d'usage. Dans l'allée Eugène Delacroix, il y a énormément de commerçants, de terrasses, qu'il faut arriver à faire courir une pergola sans prendre l'espace des terrasses. Nous avons aussi la contrainte d'accès pompier, on est clairement en centre-ville. Et puis, ça c'est la partie aérienne, et en sous-sol on a un parking. Donc nous avons une contrainte de structure, d'ancrage des structures et de portance de la dalle du parking. C'est pour ça qu'en fait c'est des projets qui appellent à être travaillés et étudiés sur un temps plus long. Et puis nous avons la création de jardins. Alors, pour ceux qui connaissent, on a un jardin à l'île Lacroix, c'est un jardin de 2000 m² sur une ancienne friche. Jardin à Géricault, donc là les travaux sont en cours sur le jardin à l'île Lacroix, il sera livré en septembre. Le jardin à Géricault, c'est des travaux qui démarreront en 2025. C'est juste à côté c'est une parcelle de 1600 m², juste à côté de l'Être Saint-Maclou, pour ceux qui connaissent. Et le jardin à La Rochefoucauld, c'est une petite parcelle juste à côté de la gare. C'est 600 m². Alors c'est un petit espace, aujourd'hui c'est une prairie, c'est un délaissé de différents aménagements. Il y a un projet immobilier, tout compte fait, on va faire un jardin. Alors ça se fait en concertation avec les personnes du quartier, donc c'est plutôt une aire de jeu et puis un espace potager. Les grands projets sur le mandat, c'est la végétalisation du pont Boieldieu et la végétalisation de la place de l'Hôtel de Ville. Donc c'est pareil, grosse contrainte sur le pont Boieldieu parce que problème de portance, et puis la place de l'Hôtel de Ville parce qu'il y a énormément d'usages, que ce soit sur la pratique du skate aujourd'hui, sur du stationnement, sur la déambulation, sur des manifestations festives ou non, et qui entraîne en fait tous ces sujets-là, voilà, il faut des temps d'études beaucoup plus longs que ce qu'on a pu voir jusque-là sur la déminéralisation en voirie ou les cours d'école. Moi j'en ai fini.
Alors je pourrais vous parler aussi, alors ça c'est vraiment sur la partie projet. Après, sur la partie gestion, depuis 2012, nous avons mis en place ce qu'on appelle la gestion différenciée sur le territoire de Rouen. Et plutôt que de tourner tous les espaces 8 fois par an sans discernement, on a catégorisé en 5 catégories tous nos espaces. Et donc on va des espaces de prestige à des espaces naturels, sur lesquels on n'intervient pas, et puis des espaces de prestige comme le Square Verdrel, Jardin de Ville, Jardin des Plantes. Et entre deux, on a une déclinaison des fréquences d'intervention en fonction de l'usage et du lieu. Donc ça, depuis 2012, ça a été mis en place, ça a été remanié. Alors le Covid nous a permis d'aller plus vite dans cette réadaptation du fait que la ville s'est vidée. Les jardiniers n'intervenaient plus forcément de par le confinement, et on a une expression de la nature en ville qui s'est, d'une manière très forte, s'est exprimée. Et ça a été assez simple en fait de faire basculer des espaces qui étaient encore assez entretenus à beaucoup moins entretenus. Alors on a cette notion de propreté par rapport à l'entretien, mais au bout du compte, la population l'accepte très facilement. La plus grande résistance étant de la part des jardiniers, qui ne conçoivent pas qu'un espace entretenu puisse l'être moins ou plus. Donc il faut arriver à désapprendre aux jardiniers les pratiques d'entretien qu'on a appris, effectivement, que ce soit par des expériences professionnelles, à l'école ou en stage. Voilà. Le plus gros volet, ça a été le cas pour le zéro phyto. Quand on est passé en zéro phyto à la ville de Rouen, la plus grande résistance, elle n'est pas au niveau de la population, elle est au niveau de nos jardiniers. Il faut arriver à former, je ne vais pas dire reformer, mais voilà, il faut arriver à accompagner les pratiques. Quelles pratiques avez-vous par rapport à la gestion des cimetières ? Les cimetières, la loi Labbé nous impose le zéro phyto, donc on ne traite plus dans les cimetières. Et en fonction des cas, alors on a 5 cimetières sur Rouen, qui sont des cimetières ou très anciens, comme le cimetière du Monumental, ou des cimetières plus récents sur la rive gauche. Et la configuration n'est pas du tout la même. Sur les 5 cimetières, nous en avons 4 qui sont en pente et 1 qui est à plat. Et alors déjà, la pente est une contrainte. Et puis, après, l'implantation des caveaux, alors on a du perpétuel. Aujourd'hui, on ne donne plus perpétuel, mais on a des caveaux qui sont là pour très longtemps. L'implantation, elle n'est pas forcément rectiligne. Les intertombes ne sont pas forcément réguliers. Donc il a été testé plusieurs choses. Effectivement, la minéralisation de l'intertombe, parce que c'est un endroit où on ne passe pas une tondeuse, on ne passe pas forcément une binette, c'est un tout petit espace. Voilà. Et puis sur le reste des espaces qui sont essentiellement gravillonnés, c'est une végétalisation. Alors on a testé des sédums, on a testé des graminées, et sur certaines... Alors, il y a une autre contrainte, c'est que certaines implantations, c'est du pied à tête, le bas du caveau est à la tête du caveau suivant, ou alors on est en tête à tête, c'est-à-dire que les caveaux sont opposés. Donc on n'a pas de circulation entre les tombes. Dans ces cas-là, on végétalise en vivace, ou en semis ou en plantation, et le reste des cheminements sont engazonnés, avec de la fétuque, avec des essences en fait, qui poussent très peu. Et ça ne solutionne pas tout. Ça nécessite des interventions, effectivement, sur de la pousse spontanée, que ce soit du charbon, que ce soit de l'érigeron, que ce soit du laitron. Voilà, et après, on a tout un cortège, en fait, de flore qui étaient présents ou qui arrivent par l'essaimage. Hein. Donc aujourd'hui, plus de traitement phyto dans le gazon, dans les cimetières. Il doit nous rester une vingtaine de % à végétaliser. Voilà. Quelles sont les essences locales que vous utilisez au point de vue des arbres en particulier ? Les essences locales, on est sur la flore, que ce soit des érables, que ce soit alors les hêtres, on ne va plus en planter, on va arrêter. Là, on travaille sur des chênes, sur des pins. En érable, on va essayer, c'est l'érable de Montpellier, on va en planter.
Mais alors, les essences locales, on les travaille plutôt sur la partie vivace. On travaille avec le CBN, au Jardin des Plantes, effectivement, sur la flore d'intérêt esthétique et écologique. Effectivement, d'avoir des plantes mellifères, d'avoir des plantes hautes pour la faune. C'est l'approche qu'on a, en fait, pour définir, et c'est pareil. On est toujours en phase d'expérimentation parce que la flore locale, en fait, elle est inféodée à un milieu. Quand on la plante dans une jardinière, quand on la plante dans un milieu un peu artificiel, on n'a pas des réussites tout le temps. On est dans certains errements, voire on a des échecs et puis on a des réussites. Et voilà, on travaille. L'écologue nous a beaucoup apporté dans cette démarche-là parce que effectivement, elle a une approche beaucoup plus scientifique que nous on peut avoir en tant que jardinier. Voilà, le jardinier, il se veut connaître le végétal, mais n'a pas les interférences avec la partie faune et milieu. En fait, toute la démarche écologique, on ne l'a pas. Alors, peut-être que moi je l'ai pas. Voilà. Et les essais méditerranéens, vous avez... On y travaille. Après, voilà, faut mettre en culture. C'est un de mes collègues qui s'en occupe. On échange beaucoup avec les collectivités pour effectivement identifier des essences qui puissent tenir face à des périodes de sécheresse ou de canicule. Alors, pas du tout. Alors, On n'entend pas. en fait, Répétez la question. monsieur parlait de la partie budget entretien, si on l'avait quantifié. Alors, je dirais, dans notre approche, dans notre démarche initiale, on n'a pas pris du tout en compte l'entretien. On l'a fait sur des projets antérieurs, et si on mettait la donnée entretien dans le projet, on ne faisait pas le projet. Voilà, donc on s'est dit on va déminéraliser, on va planter très densément tous nos pieds d'arbres et on va voir. Voilà. Sur la partie cours d'école, on avait énormément d'interventions mécanisées sur de balayage toutes les semaines. Donc les balayeuses, elles peuvent toujours rentrer, mais on a du repositionnement de copeaux, on a un peu de taille, bien que les enfants taillent quand même pas mal d'eux-mêmes. On a un peu de complément à faire, mais on n'est pas sur une explosion de l'entretien. Exactement. Alors ça c'est tout dans la phase de diagnostic qu'on fait avant d'intervenir. Alors l'usage à l'instant T, c'est ça. L'usage à l'instant T, en fait, il est bousculé par la modification de l'espace. Parce que des fois, on pense qu'on va végétaliser, puis la personne va faire le tour. Non, la personne elle va tout droit. Donc on revient derrière et on formalise le passage. Voilà, donc que ce soit par une allée en gravillon qu'on pose des pas japonais, et puis voilà, à un moment donné, il faut qu'on s'adapte à l'usage. On peut pas contraindre l'usager, et nous les premiers, à passer par un endroit où on n'a pas envie de passer. Voilà. Alors on a eu l'embauche d'une écologue, on a dû avoir l'embauche de 4 jardiniers. Mais en fait la plus grosse consommation
en termes d'entretien nous vient de la métropole. Une très grosse opération de cœur de métropole depuis plusieurs années, et en fait la métropole construit des espaces, aménage des espaces et nous les rétrocède 1 an, 2 ans après. On a le cas pour cœur de métropole, pour les pistes cyclables, pour toutes les voies de circulation bus. Et ces espaces nous sont rétrocédés. Alors nous sommes associés à la conception. On essaie de minimiser ou de simplifier les espaces. Alors, on est conscient qu'il faille des espaces d'accompagnement d'espaces verts à toutes ces chaussées ou à toutes ces places. Nous essayons en amont d'avoir des solutions de végétalisation qui soient économes en entretien. On n'est pas toujours entendu, donc on récupère, je crois que l'année prochaine on doit récupérer 27 000 m². On demande des budgets supplémentaires, on simplifie les espaces après rétrocession. Après, le sujet d'entretien, il est apparu vraiment cette année, mais plus avec la rétrocession d'espaces aménagés par la métropole que par nos interventions nous-mêmes. S'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Oh là. Ah bah écoutez, j'ai un micro. Oui, bien sûr. Et là, c'est bon? Bon. Vous avez posé une excellente question, Vincent, avec sa délicatesse un petit peu enrobée. Bien évidemment, c'est une question cruciale et c'est une question sur laquelle on se heurte. Il faut qu'on ait là, parce que c'est pas tout à fait juste de dire qu'on n'y a pas du tout pensé en amont quand même. Peut-être pas dans votre partie. C'était pas dans votre partie, mais bien évidemment, nous, au niveau de la municipalité, dans la réflexion globale, et notamment au moment des conférences budgétaires et toutes les conférences budgétaires concernant la partie RH. Néanmoins, on est clairement en manque de TP, donc d'emploi, en manque d'agents. Voilà, pour être dans une action qui soit l'action la plus efficiente possible, en rapport avec nos objectifs, c'est-à-dire pas être simplement dans une notion de propreté, voilà, parce que c'est parfois ça sur l'espace public, hein, on vit la demande des habitantes, des citoyennes et des citoyens, et là on n'est pas dans cette approche, on ne veut pas être dans cette approche. Vincent l'a dit, ça bouleverse un petit peu les habitudes et les formations de nos jardiniers. Alors on a un élément et on fait intervenir beaucoup un travail d'insertion. Voilà, on est dans cette économie sociale et solidaire aussi. Et donc ce sont des entreprises, en économie sociale et solidaire, qui interviennent beaucoup en complément sur le territoire de la ville. Voilà, par rapport à ça, ce que je peux vous dire. Et la rétrocession, bien évidemment, c'est un sujet. Mais dans toutes ces démarches de renaturation, l'idée, c'est aussi qu'il y ait une appropriation par les citoyennes et les citoyens, et pas simplement une appropriation en termes de bien-être, il est fondamental, une amélioration et un impact sur leur santé, mais aussi une appropriation de manière ponctuelle dans l'entretien. Par exemple, dans ce qu'on appelle chez nous à Rouen le fil vert, qui s'appelle autrement dans d'autres communes, c'est-à-dire la possibilité offerte aux citoyennes et aux citoyens d'avoir des implantations, soit en débitumant une partie en des pieds de mur, soit par l'implantation de jardinières, ces éléments viennent participer à la végétalisation globale de la ville, mais là, pour le coup, l'entretien est fait par les habitantes et les habitants. Donc ça participe aussi à ça, cette démarche d'appropriation qui est nécessaire. Voilà, j'espère avoir été audible. Oui. La faune. Ah oui, non, mais alors nous on n'est pas. Alors sur la faune en ville, la plus grande contrainte, le plus grand nombre de réclamations qu'on a aujourd'hui, c'est la présence des rats. Alors les rats font partie de la chaîne alimentaire, ils sont d'autant plus nombreux qu'on les nourrit, que nous délaissons la nourriture sur l'espace public. C'est un vrai sujet sur lequel on nous demande, on nous demande de rehausser les végétaux, il nous est demandé différentes actions. Alors ça c'est vraiment le point qui appelle, sur lequel on est plus interpellé.
Après, aujourd'hui, sur la faune, il y a tout un volet en fait sur l'extinction des lumières de cet espace public par quartier. Donc là, il y a eu en fait un inventaire de faits l'année dernière avec effectivement l'action de la coupure de l'éclairage sur le chant des oiseaux et la présence des chiroptères. Et donc le résultat, c'est qu'effectivement, dès qu'on éteint les quartiers, on a une augmentation des chiroptères et des oiseaux, voilà, la présence des oiseaux. Sur notre action de renaturation, on l'a pas quantifié encore. Ah ben, nous allons forcément avoir des oiseaux, on va forcément avoir des rongeurs, on va forcément, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas. Oui. Non, aujourd'hui, on ne le suit pas et on ne le gère pas. Ça fait partie, il faut, à partir du moment où on décide de renaturer, la place de la flore et la faune sont indissociables. Donc, quand je parlais d'appropriation, il y a aussi, c'est à nous de travailler aussi dans notre communication sur cette acculturation des publics pour qu'il y ait, voilà, une tolérance. Je suis désolée d'employer ce mot-là parce que c'est un mot impropre en fait, puisque nous faisons partie aussi de la biodiversité. Nous ne sommes qu'une espèce parmi d'autres. Voilà, on a tendance, nous, à être quand même très très envahissants et très colonisateurs d'espace. Voilà, mais sans cette présence-là de cette faune, de ces insectes ou autres, ça ne sert à rien. Ne parlons pas de biodiversité à ce moment-là, ne parlons pas de renaturation. Sur la question des goélands, elle existait avant. Voilà, puisque en fait, on a parfois des soucis aussi avec les sangliers, puisque il ne l'a pas échappé, ça a été évoqué tout à l'heure, que nous avons la chance aussi de bénéficier d'une ceinture et d'espaces naturels qui sont quand même assez proches en ville, par les coteaux calcaires, la côte Sainte-Catherine, les pentes boisées, Vincent l'évoquait. Voilà. Mais en fait, tout ça, c'est aussi une résultante de nos actions humaines, puisqu'on détruit des espaces, on détruit des lieux de vie, donc à un moment, ils viennent aussi coloniser d'autres espaces. Donc sur les goélands, dans le précédent mandat, on avait fait faire puisque ça crée parfois des nuisances sur les bâtiments, mais aussi une certaine forme, on a eu des soucis un petit peu d'agressivité des goélands, notamment sur la place Saint-Marc, et donc la LPO avait fait une étude qu'il faudrait réactualiser, mais nous n'étions pas encore dans un besoin de démarche comme c'est fait dans certaines villes côtières, c'est-à-dire d'intervenir sur la reproduction pour limiter la présence. On n'est pas encore sur les goélands, notamment sur cette problématique-là. Les rats, on est complètement envahis. Alors, peut-être qu'il faut travailler sur les strates, les différents strates de végétation, de végétalisation et de végétation, pour essayer de limiter l'impact. Voilà. Mais en premier lieu, je dirais qu'il faut qu'on réfléchisse à nos modes de vie. D'abord, c'est cet échange-là qui est vraiment une construction au quotidien. Voilà. C'est pas la plus simple. Et les sangliers, on a quand même des vrais soucis aussi avec les sangliers, voilà, qui sont quand même assez destructeurs. Eh bien, pas encore. Alors nous, la ville de Rouen a été assez précurseur dans la démarche de renaturation dans ses cours d'école. On a énormément de demandes de visite de communes alentours qui veulent profiter de notre expérience. Le département et la région nous ont pas encore sollicité effectivement pour appréhender ce que peut être une démarche de renaturation de cours d'école, ou de cours de lycée ou de collège. Il y a monsieur là-bas qui a une question. Oui. Alors,
Là, je souris parce que l'approche n'est pas du tout la même d'une école à l'autre et d'une communauté enseignante à l'autre. On a eu des équipes ou des directrices qui étaient très très réfractaires à l'idée d'avoir une cour entre guillemets sale, si tant est que le copeau est sale, voilà, ou que le sable est sale, ou la terre est sale. Et là, en fait, a germé en temps de concertation, a germé en fait des solutions de mettre à disposition des enfants des combinaisons quand ils vont dans la cour. Voilà, donc avec un lieu d'habillage et de déshabillage, des chaussons pour aller dans, effectivement, un râtelier à chaussons pour rentrer dans l'école. Alors, après, la faisabilité, l'approche, je dirais, c'est pas très grave, c'est farfelu, mais ça montre bien en fait que l'acceptation de la communauté enseignante, des parents d'élèves, des élèves, des personnes d'entretien par rapport à cette démarche de renaturation et la mise en place. Alors là, on est revenu à fournir des balais, mais en fait, c'est dans une continuité d'accompagnement de la démarche. C'était pour continuer l'éducatif, parce qu'en maternelle, ils ont des chaussons. Oui, oui. Si en primaire, ils colèrent avec des chaussons, peut-être qu'on peut espérer qu'au collège, ça appellera débat, mais c'est en fait moi ce que je ressors de tous ces temps d'échange en fait très riches avec toutes ces écoles, c'est qu'effectivement la volonté forte elle est marquée par la municipalité. Donc, il faut qu'on y aille ensemble et ça entraîne en fait une réflexion, un déploiement d'idées ou de solutions qui permettent de la réalisation dans les meilleures conditions possibles et la vie de l'aménagement dans les meilleures conditions possibles, effectivement, dans des interfaces que sont les bâtiments, que sont les entrées et sorties d'école, que sont... Voilà. Les trams. Alors, au départ, sur notre première campagne de 2021, nous avions énormément planté nos buts. Voilà. Alors, planter sur but, ça crée effectivement, il faut des plantes comme faire résistance à la sécheresse parce que l'eau ne reste pas. On avait énormément de piétinement, d'arrachage, voilà. Donc à partir de l'année dernière, on a travaillé plutôt sur des espaces plantés, mais clos. Alors clos, c'est quoi? On n'est pas une clôture, on met des piquets avec une corde et dans une démarche éducative où par rapport à l'état de l'espace, c'est une pelouse, la corde est ouverte et les enfants peuvent aller dans l'espace pour faire du jardinage, s'asseoir sur l'herbe, voilà. Mais il y a une telle pression dans les cours d'école par rapport au nombre d'élèves et la surface disponible que le végétal ne tient pas si on le laisse accessible. Donc il faut réguler, mais ça fait partie de la démarche aussi. Certaines institutrices en maternelle nous ont demandé de pouvoir faire asseoir, de semer des coins de pelouse et de pouvoir faire asseoir les enfants pieds nus dans l'herbe, comme on a fait des parcours sensoriels. Et la condition qu'on leur a donnée, c'est ok, on le fait, mais par contre, on va clore l'espace et vous le rendrez accessible quand, de manière ponctuelle, si vous voulez que l'espace dure. Oui. À travers vos objectifs de renaturalisation, est-ce que vous avez le souci de continuité écologique, ce qui est problématique en général en ville? Alors, d'une manière générale, dans les cours d'école, nous avons uniquement la strate arborée. Nous avons quand même cette chance d'avoir majoritairement des écoles avec des grands arbres. Alors, juste une aparté, effectivement, historiquement, on taille les arbres dans les cours d'école, des retours anciennes coupes, donc on fait des arbres un peu porte-manteaux tous les 3 ans, 4 ans. Là, la démarche a été d'alterner, de ne pas faire l'intégralité des arbres à la période, mais de décaler la moitié des arbres sur 2 ans plus tard, comme ça on conserve les îlots de fraîcheur, sinon pendant 2 ans on n'a pas d'ombrage. Sur les plantations qui sont faites dans les cours naturés, on essaie d'y introduire effectivement toute la strate arbustive et herbacée afin de favoriser l'implantation de la faune
un féodé, mais la difficulté que l'on rencontre, c'est effectivement le maintien du couvert végétal dans les cours d'école du fait de la fréquentation des enfants. Mais c'est comme ça. Voilà. Alors après, on essaie effectivement, dans une vision un peu idéaliste, d'avoir 3 strates et puis d'avoir une certaine continuité par rapport à une rue, par rapport à un jardin privé, par rapport... la démarche, elle est là. Après, dans les faits, on a un principe d'usage qui fait qu'on ne maintient pas forcément ces continuités. Oui, c'est problématique, mais il faut avoir une vue d'ensemble. Il faut avoir une vue d'ensemble. C'est ce qu'on a fait avec le plan paysage en préambule du plan de renaturation. C'est d'identifier les continuités écologiques existantes, parce qu'il y en a, et de voir quels axes développer, quels lieux intervenir pour créer du lien entre justement sur cette continuité écologique. Oui, vous venez de le dire, Vincent, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je suis intervenue sur la méthode, on avait analysé en fonction aussi de l'implantation dans le quartier et donc de la végétation présente dans le quartier et des continuités qu'on pouvait recréer si du coup on était en discontinuité par les aménagements urbains, par la présence du bâti. Alors c'est pas simple, Vincent l'a dit, la conservation de l'implantation, vraiment l'enracinement du végétal dans les cours d'école, du fait des usages. Il faut avoir la patience et l'humilité du temps par rapport à ces espaces-là. On le voit d'ailleurs sur les premières cours d'école qui ont été faites, le visage qu'elles ont maintenant, le paysage qu'elles ont maintenant, ce qu'elles offrent, où la nature quand même s'est mieux implantée, a pris sa place, est plus résistante aux usages. Alors ça demande aussi de la part des enseignantes et des enseignants et des enfants et des animateurs de travailler aussi sur les règlements intérieurs des cours d'école, d'appréhender les espaces différemment. Ce qu'on constate quand même dans les usages sur ces lieux-là, c'est que les enfants, d'eux-mêmes, s'approprient les espaces différemment. Et c'est vrai que la question du genre ou la question de l'inclusivité se pose de manière différente, de manière moins cruciale. Après, comme Vincent vous l'a dit, sur la commune, sur l'ensemble de la ville, avaient été identifiées aussi ces continuités végétales existantes et ces discontinuités aussi, et la manière dont on allait pouvoir y répondre. Et le fil vert dont je vous parlais tout à l'heure, pourquoi on a appelé ça fil vert? C'est une association au départ, parce que l'idée c'était un petit peu, l'image c'était un petit peu la toile d'araignée, qui petit à petit vient grandir sur la ville, mais on ne se limite pas au territoire de la ville, il faut aussi réfléchir en termes de territoire, à l'échelle métropolitaine bien évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Voilà, donc tout ça, petit à petit, on l'a bien évidemment, ça fait partie de la réflexion initiale, sinon, encore une fois, je reprends ça, ça n'aurait pas de sens, de mon point de vue, en tout cas de notre point de vue. Voilà, mais il faut, voilà, les choses se font petit à petit et ne pas utiliser au sens noble du terme, les complémentarités d'action, en fait, à la fois de la puissance publique, mais aussi des citoyennes et des citoyens. Une dernière question peut-être? Moi, je n'ai pas du tout d'informations, je n'ai pas du tout d'éléments. Concernant la ZFE, là, on est pour l'instant des évaluations et je rappelle quand même des choses circulaires, c'est que la métropole rouennaise fait partie des 5 métropoles qui sont régulièrement en non-respect des seuils par rapport à la qualité de l'air, et donc la ZFE a été imposée. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est souvent une critique, parce que la ZFE, bien évidemment, son existence première, c'est l'amélioration de la qualité de l'air, mais bien évidemment, ça a un impact social énorme. Voilà. Et pour ça, l'État nous a imposé quelque chose, le préfet nous a mis en demeure, de la mettre en œuvre. Ce que nous pourrions politiquement faire, tout à fait tout de suite, on aurait fait plus de temps dans la mise en œuvre du calendrier, parce que j'adhère pleinement à la nécessité de l'amélioration de la qualité de l'air, mais pour l'instant, on n'a pas encore, même les retours d'Atmo, pour l'instant, ponctuellement, dans le confinement, par exemple, on a vu une amélioration. Là, tout ça, c'est trop tôt, parce que la mise en
Ça n'a pas été le cas avec le département, et ce n'est pas le cas de la région. Pour l'instant, je crois qu'il y a une réflexion qui se fait au niveau de l'État sur la pertinence même de ces grands projets inutiles et difficiles. Enfin, ce sont des mots, ils les assument pleinement. Et puis, il y a aussi et ça, on peut les en remercier chaque jour, il y a aussi une très très forte implication des associations, du mouvement citoyen et d'associations. Alors, voilà. La balle est dans l'État. Espérons qu'ils sachent bien jouer. Nous permettre cette expression sur un sujet, vraiment, c'est un projet possible. Encore des questions? Une? Bon, allez. C'est une question par rapport à l'organisation. Elle a été légèrement abordée tout à l'heure, c'est par rapport à l'organisation en strates qu'on a au niveau politique concernant le département, vous venez de dire, et les régions. Autant les collectivités locales comme les municipalités sont actrices réelles de leur cours d'école, de leur tout ce qui est scolaire, autant on a l'impression d'être complètement dépossédé de notre cadre de travail quand on est en collège ou en lycée. Là, vous venez de souligner qu'il est très difficile apparemment d'homogénéiser les actions des différentes strates, que ce soit la communauté d'agglo ou que ce soit avec le département ou la région, alors que l'urgence se veut d'être unique. Enfin, on ne peut pas s'amuser à faire de la dentelle découpée, etc. En quoi il serait possible d'imposer une action homogène, que ce soit en aménagement des espaces scolaires, ça c'est très bien, mais aussi plus largement des actions d'aménagement sur carrément une région, une agglomération. Alors, j'ai peut-être été un peu trop abrupte tout à l'heure dans ma réponse par rapport à la métropole. J'ai quand même évoqué l'idée qu'il fallait qu'on ait cette réflexion. Vous parliez des continuités tout à l'heure, le sujet a été évoqué, qu'il fallait réfléchir en termes de territoire élargi, bien évidemment. Donc, alors, comment vous répondre à cette question? En fait, la réponse ne nous appartient pas vraiment. Je suis obligée de mettre encore l'État dans le jeu et dans la balance. Il faut, je pense tout du moins, alors on peut ponctuellement, dans un relationnel, mais quelque chose qui va être informel, bâtir un relationnel avec nous, élus des villes, bien évidemment au sein de la métropole, agrémenter cette réflexion, puisque nous sommes pour la plupart, un certain nombre d'entre nous aussi des élus métropolitains. Voilà, il ne vous a pas échappé non plus que le maire de Rouen est aussi président de la métropole, donc ça facilite quand même le relationnel. Il n'empêche que notre administration et notre système fonctionnent de telle manière que c'est quand même assez cloisonné, encore. Voilà. Donc il faut forcer un petit peu les passages. Voilà. Et pour ça, soit, après, vous avez aussi, vous, toutes et tous, une petite carte électorale, qui est aussi un outil aussi, qui peut être un outil facilitateur parfois de rencontres et d'échanges entre les différentes collectivités, mais très important aussi pour moi, j'insiste là-dessus, de s'appuyer aussi et d'utiliser ce contre-pouvoir que sont les associations citoyennes, les citoyennes et les citoyens, qu'ils soient constitués en association ou pas. Voilà, donc on ne peut pas dissocier, de mon point de vue, dans la réflexion, il faut essayer de faire en sorte que ça pousse à chaque strate, dissocier toute l'action qu'on peut avoir au niveau de nos espaces verts, je vais le globaliser comme ça, au niveau de la qualité de l'air, comme monsieur l'évoquait tout à l'heure, doit être intimement liée toute la question de la démocratie participative. Je suis désolée, je vais essayer de ne pas être trop long, mais dans le précédent mandat, nous avions fait le choix en début de mandature d'organiser notre fonctionnement justement pour coller au plus près du projet politique. Et donc nous avons fait le choix, la direction des transitions, donc qui va englober au sens large toute la question environnementale dans ses différents aspects,
Et la direction de la démocratie participative, nous avons fait le choix de les rattacher directement au cabinet, enfin de les positionner entre le cabinet et l'ensemble des directions opérationnelles, pour que ce soit les prismes d'entrée, et d'essayer mettre en œuvre ces complémentarités toujours. Il faut qu'on essaye, bien évidemment, de pousser pour développer ça à différents niveaux, et vraiment utiliser, mais à bon escient, participer. J'insiste sur cette notion de démocratie participative. Et alors, ce que vous évoquez par rapport aux difficultés, effectivement, les mairies ont la main, uniquement des bâtiments, hein, sur l'aspect scolaire, mais quand même aussi, elles ont des politiques éducatives. Voilà, c'est quand même. Donc elles peuvent agir. Les relations avec l'éducation nationale sont un peu plus facilitées. Dire qu'elles sont étroites, comment vous dire, c'est une institution que vous connaissez, donc je ne vais pas vous dire tout le bien que j'en pense. Franchement, je pense que ça transpire dans les propos. Voilà, enfin, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, ça fait des années, 20 ans, 30 ans en arrière, que j'ai dû subir, comme vous, une institution maltraitante. Voilà, donc dès lors qu'elle est maltraitante pour ses acteurs, comment est-ce qu'elle peut s'inscrire, et qu'on est là aussi dans des réflexions qui sont des réflexions de marquage de territoire, ou à un moment de vouloir laisser une trace dans l'histoire, de la part de nos édiles, au plus haut niveau, hein, j'entends, comment est-ce qu'on peut, dans ces cas-là, essayer de donner la parole aux acteurs de terrain, pour qu'il y ait justement ces interactions. Je parlais tout à l'heure des écosystèmes, et donc de l'interaction entre les différentes composantes d'un écosystème, sans lesquelles un écosystème ne vivrait pas. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous, c'est exactement pareil pour notre démocratie, le fonctionnement, voilà, donc il faut pousser. Il faut pousser, et de manière à faire en sorte qu'à un moment, de manière institutionnelle, ce soit inscrit. Mais là, ça ne se fera pas sans démocratie participative. Alors, merci beaucoup. Donc je vous remercie pour votre action, parce que là on la voit vraiment, c'est une action effective, on la voit nous en sortant, on a vu toute l'amélioration qu'il y a eu dans cette ville, et puis merci pour défricher le terrain pour les autres. Voilà. Je propose une pause café.